Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous, donc à ce troisième meet-up donc de la comète Soft Skills d'Ectia. Donc aujourd'hui, on a à l'honneur Constance du coup qui va nous parler d'un sujet qui est très important donc pour tout le monde, c'est la gestion du stress. Donc on va pouvoir lui laisser la main pour qu'elle puisse se présenter et puis nous parler de ce sujet hyper intéressant. Pour me présenter rapidement dans un premier temps, donc je m'appelle Constance Ramani, je suis coach et formatrice et j'interviens en entreprise et je travaille avec les particuliers également pour accompagner donc entreprises et particuliers dans leurs changements, dans leurs projets. Donc voilà, je travaille à mon compte pour une société que j'ai créée qui s'appelle Coevia. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn également. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on va parler du stress. On va, dans un premier temps, comprendre ce qu'est le stress. On va faire un focus plus particulier sur le stress au travail. À travers la présentation, je vais vous poser tout un tas de questions qui vont vous permettre de comprendre finalement votre propre fonctionnement. On va ensuite, je vais partager des outils pour gérer son stress au travail ou dans la vie privée, mais qui s'appliquent particulièrement bien au travail. Et puis également tout un tas d'autres outils qui peuvent être utilisés à tout moment. Alors, qu'est-ce que le stress? Le stress, alors tout d'abord, c'est un point très important, c'est une fonction vitale de l'organisme. C'est un mécanisme très complexe qui lie du biologique, de l'hormonal, de l'immunitaire. C'est quelque chose d'important, en fait, d'utile, qui permet de réagir aux situations dangereuses. Donc, ça avait énormément de sens à une époque bien lointaine. C'est une réaction vitale pour les premiers hommes, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est important de comprendre ça, c'est que le stress en soi n'est pas mauvais, il a sa raison d'être. Voilà, seulement on vit effectivement plus tout à fait dans la même époque où à une époque, ça nous permettait de fuir physiquement des situations dangereuses. Aujourd'hui, voilà, on n'est plus tout à fait dans les mêmes situations, vous l'aurez bien compris. Donc, c'est un processus multidimensionnel qui lie une dimension physiologique, une dimension psychologique et une dimension émotionnelle. Donc, qu'on va parcourir, qu'on va détailler ici. Donc, tout d'abord, la dimension physiologique. Je suis sûre que voilà, si je vous questionne, comment ressentez-vous votre stress? Certains vont dire j'ai mal au ventre, d'autres vont dire j'ai le cœur qui bat, je rougis, je dors pas la nuit. Voilà, il se passe effectivement tout un tas de choses physiquement quand on stresse, notamment le rythme cardiaque s'accélère. La respiration s'accélère aussi. Les muscles se tendent. Donc, les muscles qui se tendent, c'est effectivement, ça vient de cette époque bien lointaine où il fallait pouvoir réagir rapidement et éventuellement prendre ses jambes à son cou. Donc, voilà, il se passe effectivement ça. L'augmentation de la transpiration, la digestion aussi, c'est étonnant. La digestion se ralentit ou s'arrête. De la même manière, pour éviter que l'énergie du corps soit absorbée par la digestion et puisse être davantage donnée aux muscles notamment. Donc l'impact, comme vous le voyez, est physiquement extrêmement concret. Donc à terme, être stressé sur une situation bien spécifique, c'est quelque chose de normal, encore une fois. Mais effectivement, à terme, un stress qui s'installe et un stress qui dure, là par contre, c'est ça qui est plus embêtant. Et à terme, donc, on observe un dérèglement du corps. On peut avoir des insomnies, de l'eczéma. L'eczéma, c'est une réaction très concrète au stress. On peut développer des maladies. Enfin, voilà, tout un tas de choses sur la dimension physiologique. La dimension psychologique. Donc ça, c'est une petite phrase de Épictète, un philosophe grec qui dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. » Donc ça, c'est un élément bien important, c'est-à-dire que d'une personne à une autre, on n'aura pas la même lecture d'un événement. Un événement en soi n'est jamais bon ou mauvais par nature, en fait. Un événement en soi n'est jamais bon ou mauvais par nature. C'est le jugement, le regard qu'on porte sur eux qui diffère. Et ce qu'on observe, c'est que dans une même situation, chacun en a une lecture différente. Donc, si on prend un exemple lié au travail, on vous annonce une réorganisation, on vous annonce le départ d'un collègue, un changement de responsable ou un déménagement. Voilà, peu importe.
on observe bien que d'une personne à une autre, on ne vit pas les choses de la même manière. Certains seront indifférents ou voire positifs avec la nouvelle annoncée, quand d'autres se sentiront assez angoissés par la nouvelle, auront tout un tas d'inquiétudes, de questionnements liés à ce changement. Donc, notre lecture du monde est subjective, donc celle qui va déclencher, augmenter ou réduire notre stress. Donc ça, c'est un point important sur lequel on reviendra après. Un autre point intéressant, c'est que le stress naît finalement du déséquilibre perçu entre le risque encouru, la situation vous paraît risquée, donc c'est la différence entre le risque encouru et votre capacité à y faire face. Et même au-delà de votre capacité à y faire face, votre sentiment d'être capable ou pas. Donc, plus vous aurez l'impression que votre capacité à faire face à une situation qui vous paraît très risquée, plus la différence entre ces deux éléments est grande, plus vous serez stressé. Et inversement, bien entendu. Donc, à terme, d'un point de vue psychologique, si on se retrouve un peu embarqué dans ce stress et qu'on ne se sent pas capable de faire face aux situations, à terme, on développe de la rumination, du négativisme, etc. Et il y a une troisième dimension, donc, qui est la dimension émotionnelle et comportementale. Donc, le stress va générer différentes émotions et selon les personnes et les situations seront différentes. On peut ressentir de l'anxiété, de la colère, un sentiment d'impuissance. Et également, il y a une dimension comportementale où on va se retrouver à faire des erreurs à répétition. Ça arrive souvent quand on se sent stressé. Tout d'un coup, on fait tout un tas d'erreurs. On peut s'emporter, on peut tomber, basculer, entre guillemets, dans le surcontrôle et vérifier 20 fois quelque chose qui ne mérite pas autant de vérification. On peut devenir agressif, blâmer ses collègues, son entourage. Il peut se mettre en place des jeux psychologiques et on peut se mettre en retrait aussi. Quelquefois, on préfère se refermer sur soi-même quand on est stressé, on se sent un petit peu perdu. Et c'est, voilà. Donc, toute la dimension émotionnelle et comportementale. Donc, pour faire un petit focus, un petit zoom sur le stress au travail, alors on va d'abord parler du manager. Alors, déjà, d'une part, le stress, il y aura plus ou moins de stress selon les entreprises, selon la culture d'entreprise, selon l'industrie. Il y a des industries qui sont particulièrement stressantes de par le rythme imposé par l'industrie en tant que telle. Je pense notamment, par exemple, à l'industrie automobile, où il y a des enjeux financiers très importants en cas de rupture de chaîne, par exemple. Selon les industries, le niveau de stress peut être plus ou moins élevé. Selon le management, bien évidemment, selon la direction, le type de pression qu'ils mettent ou pas sur les collaborateurs, la manière d'aborder les gens. Enfin, voilà. Donc, d'une entreprise à une autre, d'une industrie à une autre, ça change. Le comportement du manager direct a un impact très important. On s'est rendu compte que 25% des sources de stress étaient, selon une étude, liées au manager directement, au comportement du manager. Donc, les managers, il y a probablement des managers parmi vous. Donc, les managers sont dans une position qui n'est pas toujours évidente, dans le sens où les managers sont souvent, sont par définition, disons, entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire qu'ils sont entre une équipe qui a des attentes, qui a besoin d'avancer vers un objectif, etc. Et une direction, pareil, qui a une stratégie et qui a des attentes vis-à-vis du manager et de son équipe. Donc, le manager est dans une situation qui est parfois pas évidente à tenir. Les managers, tout passe par eux, mais tout ne vient nécessairement pas d'eux. Ils se retrouvent quelquefois à mener des changements, des projets que eux-mêmes intérieurement ne valident pas nécessairement, etc. Donc, un manager peut être assez stressé. Dans certaines entreprises, certaines industries, on attend des managers de faire toujours plus avec moins. C'est le cas tout le temps. Je décris les situations stressantes. Bien heureusement, ce n'est pas comme ça de partout et pas tout le temps du moins. Donc, un manager stressé risque de répercuter la pression à son équipe. Le management à distance, bien évidemment, on connaît bien ça depuis 2 ans, et un facteur de complexité. Donc, un manager a pour rôle de devoir rassembler ses équipes, les amener ensemble vers un objectif commun, etc. Et c'est vrai que quand tout le monde est à distance, en télétravail, de créer cette cohésion, créer
ce travail collectif et rajoute de la complexité, rajoute de la difficulté au manager. Donc là, on a parlé du manager qui est effectivement un manager stressé peut impacter son équipe. Et puis après, bien évidemment, il y a au sein de l'équipe elle-même l'ambiance de travail qui peut être source de stress. Donc là, encore une fois, pareil, je présente tout un tas d'exemples de situations stressantes, de relations stressantes au sein d'une équipe. Tout n'est pas noir tout le temps, et voilà. Mais quand on regarde le slide, ça peut faire un peu peur. Donc, au sein d'une équipe, il peut y avoir, dans certains cas, de la compétition qui crée du coup des tensions. Il peut y avoir des conflits latents, c'est-à-dire pas déclarés, mais voilà, des tensions, des conflits latents ou des conflits ouverts, de la méfiance entre les personnes. La polyvalence qui est attendue de l'entreprise, de pouvoir changer rapidement de tâches, etc., peuvent créer aussi de la complexité. Ça peut être à certains moments stressant de passer d'un sujet à un autre, d'un projet à un autre, etc. Le télétravail, bien entendu, selon les personnes, selon les contextes aussi, mais peut rajouter du stress. Je pense notamment aux parents qui se retrouvent avec les enfants qui courent autour pendant une call. Voilà, c'est pas des choses toujours évidentes à gérer. Également, quelquefois, il arrive qu'au sein d'une équipe, le travail soit réparti de manière inégale. Ça va créer des tensions parce que certains travailleront beaucoup, d'autres seront un peu plus cool, disons. Et de la même manière, dans certains cas, il y a des primes qui sont données, et dans certains cas, les primes dépendent uniquement des résultats collectifs, des résultats de l'équipe. Donc, on imagine facilement les tensions qui peuvent être créées quand notamment le travail est réparti, géré de façon inégale. Et puis, tout simplement, on n'est pas tous pareils, on a des personnalités différentes, des comportements différents. On ne choisit pas ses collègues la plupart du temps. Effectivement, on ne les choisit pas et on peut se retrouver avec des personnes avec qui on s'entend extrêmement bien et puis d'autres avec qui ça accroche un petit peu moins bien, avec qui on se sent moins à l'aise. Également, alors ça lit tout, ça, on revient vers le thème du manager. Un manager qui n'assume pas son leadership, c'est quelque chose qui se fait assez automatiquement. Il y a un autre leader, quelqu'un d'autre qui va prendre le pouvoir. Donc, il y a un autre leader peut émerger au sein de l'équipe. Et puis, un autre point important, plus on stresse, plus on rigidifie son comportement. Donc, sans parler de soi-même, même dans son environnement, dans son équipe, si effectivement, il y a des personnes qui se sentent stressées, les comportements se rigidifient et ça peut devenir un petit peu plus compliqué de travailler ensemble, de travailler en équipe. La pression du temps aussi, tout le monde généralement connaît ça au travail. C'est du coup par conséquent, c'est un des principaux facteurs de stress. Donc, on vit dans un milieu où les clients sont de plus en plus exigeants, dans un milieu concurrentiel, où il y a souvent une recherche permanente de productivité de la part de l'entreprise, des attentes clients. Également, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Alors, on est généralement soit monochrone, soit polychrone. Alors, les personnes, qu'est-ce qu'on entend par là? Les personnes monochrones sont les personnes qui auront tendance à gérer une tâche après l'autre, un projet après l'autre, qui seront très attachés au respect des délais, qui vont faire les choses de manière très organisée, étape par étape, et qui vont s'engager sur des délais et tout faire pour les respecter. Il y a d'autres personnes qui sont plus ce qu'on appelle polychrones, donc c'est un petit peu différent dans le sens où ces personnes généralement sont plus souples dans la manière d'organiser le travail. Ils peuvent facilement passer d'un projet à un autre, etc., sans que ça leur pose de difficultés. Le respect des délais, ils sont généralement un peu moins attachés au respect des délais. Ils considèrent qu'on peut s'adapter. Donc, les deux profils sont très intéressants. Il n'y a pas un bon, un mauvais profil. Faut surtout pas en faire cette lecture et au contraire, une entreprise a même besoin des deux. C'est important d'avoir des personnes qui sont concentrées sur les dossiers, qui les mènent à terme de manière structurée, tout comme c'est intéressant d'avoir aussi des profils plus souples qui savent s'adapter à ce qui se présente, etc. Donc, une entreprise a vraiment besoin des deux profils et c'est important de comprendre sa préférence. C'est important de comprendre sa préférence parce que quand on est monochrone, savoir qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent tout à fait différemment et inversement. C'est important. Et puis essayer
voilà, de s'assouplir, de se rapprocher du milieu. Si on est très monochrone, essayer d'être un petit peu plus souple et puis comprendre que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Et de la même manière, qu'on est polychrone, se dire que quand même respecter les délais et puis mener les tâches jusqu'au bout de manière structurée peut être intéressant. Donc, il y a à apprendre dans tous les cas. Mais c'est intéressant de savoir comment est-ce que nous-mêmes, on fonctionne. Point très important sur lequel on reviendra également, distinguer urgence réelle et urgence perçue. Très souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, bien entendu, mais il arrive fréquemment qu'on sente qu'on est sous une pression, qu'il y a des urgences à gérer. Et finalement, personne, que ce soit les clients, votre manager ou l'entreprise, personne ne vous a mis de pression particulière. Et la pression, c'est quelquefois, c'est nous-mêmes qui nous la mettons parce qu'on veut faire les choses bien, qu'on est impliqué dans son travail, qu'on veut avancer. Voilà, on s'est fixé des objectifs sur la journée, la semaine, le mois et qu'on cherche à les atteindre. Mais quelquefois, voilà, on se met une pression que finalement, personne d'autre ne nous a mis. Donc, c'est important de prendre le temps de distinguer. Est-ce que c'est une pression réelle, il y a une urgence bien particulière avec un délai attendu par un client, par exemple, ou est-ce que c'est moi qui me mets une pression qui n'est peut-être pas nécessaire ici? Voilà, c'est une question toujours intéressante à se poser. Alors, le stress, on devine, est un cercle vicieux. On va le voir ici très, très clairement. C'est-à-dire que le stress peut faire perdre ses moyens, peut impacter le sommeil. Forcément, quand on perd ses moyens, qu'on dort moins bien, ça peut arriver qu'on fasse davantage d'erreurs. Ça impacte l'estime de soi parce que plus on fait d'erreurs, plus on se dit je suis nul, j'y arriverai jamais, etc., etc. Il y a tout un tas de messages qui tournent en boucle dans la tête et on en parlera également après. Et puis à un moment, on manque de recul, on ne sait plus par quoi commencer. Tout ce qui se présente, le moindre événement est vécu comme une montagne. Le moindre événement peut être vécu comme une montagne. Au fil de l'eau, voilà, quand on manque de recul, on fait des erreurs, etc., forcément, ça génère du retard dans l'avancée du travail. Et du coup, on perd ses moyens davantage, on dort moins bien, etc., etc. Donc, c'est un vrai cercle vicieux. Et puis, bien évidemment, le stress, quand on est stressé au travail, le stress, quelquefois, ne s'arrête pas à la sortie du travail ou à la fin de la journée. Mais quelquefois, le stress s'infiltre aussi dans la vie personnelle. On continue, on est chez soi avec sa famille, ses amis, et puis on continue en fait de penser au travail, à ce qui nous stresse au travail. Et ça, effectivement, c'est un problème quand le stress du travail ne s'arrête plus au travail. Alors, faire face au stress, donc là, on va commencer à parler des choses concrètes et de solutions. Donc, tout d'abord, il y a les mauvaises manières de faire face au stress. On peut avoir des stratégies inadaptées. Donc, je vous les présente ici rapidement pour que vous puissiez éventuellement vous dire j'ai peut-être tendance à fonctionner comme ça. Dans certains cas, c'est important de s'en rendre compte. Donc, les stratégies inadaptées, c'est de nier les réalités, d'éviter les problèmes. La fuite, quelquefois, quand on est stressé, on se met à manger davantage du chocolat. Moi, c'est le fromage, par exemple. Ça peut être la fuite dans l'alcool, dans les drogues, dans les cas extrêmes, etc. Mais c'est de la fuite, effectivement. On peut aussi se renfermer, s'isoler. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut avoir comme attitude. Aussi, quelque chose à éviter, le yaka, faut qu'on, yaka faire ça, faut qu'on fasse ça, sans action, sans que ce soit suivi d'action. C'est pas très intéressant généralement. Parce que voilà, on donne des grandes théories sans se mettre à l'action et le problème persiste, etc. Et puis rien ne se règle finalement. Donc voilà, là il s'agit des stratégies inadaptées. Heureusement, il y a des stratégies plus adaptées. Donc globalement, il y a deux types de stratégies. Il y a les stratégies qui sont liées au problème et les stratégies liées aux émotions. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc les stratégies centrées sur le problème. Donc, les actions portent sur les sources du stress, c'est-à-dire qu'on va chercher une solution au problème, à la source de stress. C'est intéressant parce que du coup, on se met en action. C'est bien évidemment bien plus efficace à long terme, dans le sens où au fil de l'eau, le problème se règle ou au moins se trouve amélioré, diminué.
Et puis, c'est bénéfique pour la santé, bien entendu, parce que le problème se réglant, etc., d'une part, il y a moins de facteurs de stress. Et puis, d'autre part, le fait d'être en action très concrète pour gérer un problème, psychologiquement, on est en action, on est acteur et ça change beaucoup de choses. On n'est plus dans une attitude de subir, si vous voulez. L'autre façon de faire face au stress, les autres stratégies peuvent être centrées sur l'émotion. Donc, c'est-à-dire, c'est toutes les actions qui visent à la régulation de la détresse émotionnelle, la gestion des émotions, tout ce qui est développement personnel aussi. Donc, vis-à-vis de ça, moi, j'ai une petite mise en garde à faire qui m'est chère. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de ce que j'appelle, moi, des injonctions au bien-être permanent. Si on va dans les librairies, les bouquins de développement personnel sont nombreux sur les réseaux sociaux, etc. Il n'y a rien de mal à ça. C'est des sujets qui, moi, bien évidemment, de par mon métier, me plaisent et m'intéressent beaucoup. Mais il faut faire très attention, et je fais une vraie mise en garde, il faut faire très attention à ne pas basculer dans cette croyance qu'il faudrait être en fait tout le temps bien. Absolument pas. C'est très dangereux même de faire ça. Et on peut se mettre une telle pression que finalement, dès qu'on ressent du stress, de la colère, de la tristesse, on se dit « Oh non, je ne devrais pas ressentir ça. Non, c'est pas normal, c'est pas bien, c'est pas ça. » Et finalement, c'est terrible parce que d'une part, c'est tout à fait normal. C'est humain de se sentir stressé par moment. On l'a vu, c'est une réponse spontanée du corps qui a sa raison d'être, comme on l'a vu tout au départ. La colère, la tristesse sont des émotions qu'on leur place aussi, qui sont des informations importantes et intéressantes qu'il faut pouvoir accepter et puis gérer. Mais c'est normal d'être parfois stressé, en colère, triste, etc. Donc, faites attention à ne pas basculer dans ce truc de je dois être tout le temps bien, tout le temps détendu, tout le temps, voilà, petit bambou en permanence. C'est pas possible, c'est pas humain. Et puis, c'est dangereux dans le sens où, vous voyez une cocotte minute, si vous ne lâchez pas la pression, à un moment, ça pète. Voilà. Donc là, c'est exactement pareil. Si vous n'acceptez pas, vous ne reconnaissez pas vous n'accueillez pas les moments de stress, de colère, de tristesse, par exemple. Vous mettez un chapeau dessus, entre guillemets, pour être bien. Il y a un moment, ça ne va pas aller. Ça peut se transformer en maladie, tout un tas de choses, burn-out, etc., etc. Donc, faites très attention à ça. Voilà, c'était ma petite mise en garde du jour à laquelle je tiens énormément. Donc, faire face au stress. Donc, c'est toute une question d'équilibre. Je vous ai présenté les stratégies centrées sur le problème, les stratégies centrées sur les émotions. Donc, chaque stratégie a ses avantages, ses inconvénients. On n'aura pas nécessairement les mêmes d'une personne à une autre, selon le contexte, même soi-même, selon le contexte, les possibilités d'agir ou pas, on n'aura pas forcément les mêmes. C'est vraiment une question d'équilibre à trouver. Quand c'est possible d'agir à la source, c'est-à-dire sur le problème, c'est souhaitable. Parce que d'une part, on règle le problème ou en tout cas, on améliore la situation et par conséquent, le stress, la source de stress diminue et on se sent mieux. Ça, c'est quand c'est possible d'agir sur le problème. C'est la première chose à faire, c'est vraiment se mettre en action pour régler le problème. Quelquefois, bien entendu, on ne peut pas agir sur le problème. À ce moment-là, bien entendu, gérer ses émotions, ça permet de mieux supporter la difficulté, mieux supporter le stress ressenti et pouvoir continuer d'avancer malgré ça. Donc, les deux ont leur intérêt, elles peuvent être menées en parallèle, bien entendu. Alors, je vais Alors, ce qui est très important, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de comprendre comment soi-même on fonctionne. Le fait de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, ça permet de prendre un certain recul, de peut-être se remettre en question, se dire peut-être que finalement j'ai une manière de faire, de réagir qui est peut-être pas la plus pertinente et ça permet ensuite de remettre le curseur sur des rails plus intéressants. Donc c'est important de prendre conscience de vos réactions automatiques. C'est une première étape pour envisager une prise de recul.
Donc là, je vais noter des questions. Je ne vais pas vous laisser le temps, là, forcément, de réfléchir à chaque point, mais vous pouvez les noter. Vous pouvez, en tout cas, vous interroger sur les situations, les événements qui déclenchent fréquemment du stress chez vous. Généralement, il y a des sujets qui reviennent particulièrement, donc c'est important de prendre conscience de ce qui déclenche du stress. Également, prendre conscience, on parlait de réactions physiques. Donc, qu'est-ce que vous ressentez, vous, d'une personne à une autre? On n'aura pas les mêmes réactions. Comment est-ce que physiquement vous réagissez? Quelles sont les manifestations désagréables, voire douloureuses, quand vous vous sentez stressé? Il y en a vont être tendus, auront les mâchoires serrées, ça va faire des douleurs au cervical, etc. Hein. Il peut y avoir des sensations physiques extrêmement... ça peut créer aussi des migraines. Enfin, voilà, il peut y avoir des sensations physiques très, très, très fortes. Quelles sont vos émotions? Quels sont vos sentiments également? Quels sont vos comportements quand vous êtes stressé? Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ne faites pas à l'inverse? Quelles sont vos attitudes? Est-ce que vous avez tendance à être agressif? Est-ce que vous avez tendance au contraire à vous refermer sur vous-même et vous refermer un peu comme une huître, etc. Quels sont vos comportements à vous? Vos interactions relationnelles aussi. Comment est-ce que vous interagissez avec les autres sous stress? Très important, on va en reparler aussi. Quelles sont vos pensées quand vous êtes stressé? Qu'est-ce que vous vous dites? Quelle est la manière dont vous voyez les choses? Donc ça, c'est important, comme je disais, de vraiment prendre ce recul, voir comment est-ce qu'on réagit soi-même pour ensuite prendre une route différente, disons. Donc, évaluez vos stratégies. Donc, il y a les bonnes stratégies, les moins bonnes stratégies, comme on l'a vu aussi. Donc, dans les situations courantes qui vous stressent habituellement, comment est-ce que vous réagissez généralement? Que faites-vous concrètement? Est-ce que vous avez plutôt tendance à vous concentrer sur l'émotion, sur le problème? Et à votre avis, ça c'est une question très importante, à votre avis, vos stratégies sont-elles efficaces ou pas? Quelquefois, elles le sont, et c'est très bien. Quelquefois, ça l'est pas non plus. Donc, c'est important de porter ce regard-là, notamment si elles ne le sont pas, pour se dire, j'ai peut-être finalement pas la bonne manière de m'y prendre, je vais m'y prendre différemment. Donc, quelle stratégie centrée sur le problème pouvez-vous adopter? Si vous avez une situation particulière en tête, est-ce qu'il y a des stratégies centrées sur le problème? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez agir sur le problème? Est-ce que vous pouvez intervenir sur le problème? Comme on l'a dit, si jamais vous pouvez, c'est quelque chose qui est préférable. C'est important de le faire. Quelles stratégies centrées sur l'émotion sont à mettre en œuvre? Donc, par la suite, dans le temps qui nous reste, on va couvrir tout un tas d'outils. Vous pourrez choisir celles qui vous correspondent, qui vous semblent intéressantes, qui vous parlent, et puis vous approprier tous ces outils. Quels sont les moyens à votre disposition? Quelquefois, souvent même quand on est stressé, finalement, on est enfermé dans son stress, on a la tête dans le guidon, comme on dit souvent, on se sent complètement englué dans la situation et on n'a plus aucun recul. On parlait de manque de recul. Quelquefois, on n'a plus de recul et on ne se rend pas compte qu'on n'a pas levé le doigt pour demander de l'aide, on se rend compte qu'on n'a pas utilisé tel moyen à notre disposition. Enfin voilà, il y a tout un solliciter telle personne, utiliser tel outil. Enfin voilà, il y a effectivement souvent des moyens à notre disposition qu'on ne voit pas nécessairement quand on est pris dans notre stress. Donc c'est une question intéressante à se poser également. Et une autre question très intéressante, quel est le premier pas que vous pouvez faire pour enclencher le processus? Ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément aussi, la théorie des petits pas. C'est vraiment réfléchir quel est le premier petit pas que je peux faire pour améliorer la situation, pour améliorer le problème, pour mieux gérer mon stress, pour réagir différemment, etc. Qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour mieux gérer tout ça? Alors, on peut classifier les personnalités en deux colonnes. Il y a le type A et le type B. Généralement, on se reconnaît dans une des deux colonnes. Donc, c'est un classement qui est très connu par les spécialistes du cœur et les spécialistes du stress. Donc, ce sont des stéréotypes. J'insiste énormément dessus. On va voir les deux lignes, les deux personnalités. Ce sont des stéréotypes
Mais généralement, on se reconnaît quand même dans une des deux descriptions. Le type A qu'on va voir juste maintenant, ces personnes ont des tendances plus prononcées au stress. On va le voir, c'est effectivement assez évident quand on voit la liste. Donc, encore une fois, si jamais vous vous reconnaissez dans une colonne ou dans l'autre, vous n'avez pas vous cochez pas toutes les cases de la colonne. C'est bien normal. Heureusement, on est bien plus complexe que ça, que juste soit l'un, soit l'autre. On est généralement un mélange des deux ou on n'est pas tout. Enfin, voilà. Donc, généralement, en tout cas, le type A, c'est des personnes qui créent leur propre stress. Ils sont souvent assez obsédés par la réussite, qui aiment la compétition, qui sont très ambitieux. C'est des personnes qui ont souvent une forte personnalité. Elles se fixent des buts, des délais qui sont difficiles à tenir. C'est des personnes qui peuvent être pressées, qui peuvent être impatientes. C'est des personnes qui ne savent pas dire non aussi, ça on en reparlera également. C'est des personnes qui peuvent, voilà, en attitude, c'est des personnes qui parlent vite, qui respirent vite, voilà, qui sont un peu en tension comme ça permanente, qui n'aiment pas se détendre en fait. Dès qu'elles se détendent, elles ont l'impression de perdre leur temps, de louper quelque chose, elles culpabilisent. Et finalement, ces personnes-là, leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Donc, on va revenir là-dessus. Les personnalités de type B sont des personnes qui, alors ça fait un peu le monde de oui, vous allez voir, mais voilà, on est généralement plus dans l'un, plus dans l'autre, on est quelquefois de type B, mais souvent stressé, enfin voilà. Les personnes de type B, malgré tout, veulent généralement vivre plus que réussir. Ce sont des personnes qui peuvent être ambitieuses, mais sans aimer la compétition. C'est des personnes qui généralement se fixent des buts, des délais plus raisonnables. Elles connaissent leurs limites, elles sont plus détendues. Elles peuvent s'intéresser à différents sujets, à différentes thématiques, différentes personnes très différentes. C'est des personnes qui communiquent mieux, qui respirent plus lentement, plus profondément. C'est des personnes qui, pour le coup, aiment beaucoup se détendre, aiment beaucoup ces moments de détente. Donc voilà, donc encore une fois, on n'est ni tout l'un ni tout l'autre. On peut être du type B et ne pas savoir dire non et vice-versa, hein, vous l'aurez bien compris. Pour les personnes qui se reconnaissent beaucoup dans le type A, que faire? Bonne question. Alors, que faire? Un premier outil, on va commencer là à aborder un peu les outils qui, je pense, vous intéressent tous. Alors, quelque chose qui peut paraître étonnant ou voire simple, mais c'est extrêmement puissant, c'est faire semblant d'être du type B. C'est-à-dire, concrètement, se demander, à un moment où vous êtes, notamment à un moment où vous êtes stressé, comment je serais, comment j'agirais, comment je serais si j'étais du type B. Donc, prenez 3 minutes pour vous imaginer si vous étiez du type B, comment est-ce que vous vous teneriez physiquement, comment est-ce que vous parleriez, qu'est-ce que vous diriez, comment serait votre visage, comment serait votre élocution. Comment est-ce que vous réagiriez à telle situation? Voilà, imaginez-vous, vous êtes du type B, je remets la liste, vous êtes du type B, comment est-ce que vous agiriez? Et en fait, ça consiste tout simplement à vous dire, ok, imaginons, je me mets dans la peau du type B, comment je suis, et puis essayer, alors sur un temps limité, l'idée c'est pas évidemment de devenir le type B si vous ne l'êtes pas, mais essayez de vous fixer un temps de, je sais pas, 15-30 minutes, 30 minutes par jour, par exemple, de telle heure à telle heure, si c'est quelque chose qui vous convient, ou quand vous vous sentez stressé, essayez de rentrer un peu dans ce jeu-là et faire semblant d'être du type B, d'agir comme si vous étiez B, de parler comme si vous étiez du type B, etc. C'est extrêmement puissant comme exercice et généralement, assez rapidement, on se met à changer un petit peu ses habitudes, etc. Et on reviendra dessus, j'en reparlerai. Apprendre à dire non, bien entendu. Apprendre à dire non, c'est quelque chose de très important, qui n'est pas évident. On est nombreux à avoir des difficultés à dire non. Apprendre à dire non, quelquefois, les raisons pour lesquelles on n'ose pas dire non, c'est qu'on a peur de blesser, on a peur de décevoir, on a peur qu'on ne nous aime plus. Enfin voilà, ça peut être, c'est souvent autour de ces raisons-là.
Apprendre à dire non. Alors, il s'agit bien évidemment de dire non de manière tout à fait simple, agréable et humaine. Il ne s'agit pas de dire non tout le temps aussi, bien entendu. On ne peut pas dire non tout le temps. Si votre chef vous demande quelque chose qui est extrêmement important et urgent, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire non à tout bout de champ. Mais apprendre à dire non, c'est important dans certains cas, tout simplement on commence parce qu'en disant non, en ne disant pas oui à tout, du moins, c'est une manière aussi de se respecter soi-même, de respecter vos propres urgences, votre situation. Quelquefois, ça peut être dans la vie pro, dans la vie perso. Il y a un ami qui vous propose une sortie ou j'en sais rien, quelque chose qui franchement ça vous intéresse pas ou là vous êtes crevé, franchement vous avez autre chose à faire, vous aimeriez vous reposer ou passer du temps à faire autre chose. Quelquefois, par habitude, parce qu'on a toujours eu du mal à dire non, on va dire oui et puis on va s'embarquer dans un truc qu'on n'a pas envie de faire, etc. Donc là, c'est important de savoir dire non sur ce type de situation. Donc, on peut le dire de manière évidemment tout à fait correcte en disant écoute, là, ça tombe pas très bien, une prochaine fois peut-être, là, c'est pas possible pour moi. La prochaine fois, tu me préviens, on fait ça avec plaisir. Ça peut être dans le cadre du travail, quand quelqu'un vous demande de l'aide. Alors, l'idée, c'est pas d'arrêter d'aider les collègues, bien entendu, mais si jamais vous êtes vous-même sous l'eau, vous avez beaucoup de choses à faire et vous avez du mal à vous en sortir, quelquefois, on ne peut pas aider son collègue, ou en tout cas pas tout de suite. Donc, quelquefois, c'est plutôt que dire non, ce qui peut être compliqué, ça va être de dire, écoute, là, tout de suite, je suis sur quelque chose, c'est pas possible, mais est-ce que je peux te voir cet après-midi, demain, est-ce qu'on peut en parler la semaine prochaine? Voilà. C'est effectivement respecter votre propre situation, vos propres urgences pour soit dire non si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, vous ne souhaitez pas faire, ou reporter à plus tard, ou proposer un autre délai ou une autre manière de faire. Ou dire, tiens, moi je peux pas, mais par contre, tu peux peut-être t'adresser à un tel qui est un expert sur ce sujet, il pourra peut-être t'aider le temps que je me libère. Voilà, donc apprenez à dire non sur les choses qui sont possibles avec les amis, avec la famille, etc. Pratiquer petit à petit, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, commencez pareil, si c'est quelque chose sur lequel vous avez des difficultés, commencez petit, puis petit à petit, ce sera de plus en plus facile de dire non ou de repousser à plus tard quelque chose. Très important, très très important, quel est votre dialogue intérieur? Comment est-ce que vous vous parlez? Ça, c'est très important, c'est qu'on a tous, vraiment c'est humain, on a tous ça, le Dalai Lama y compris, on a tous une petite voix qui parle en permanence dans la tête. Comment est-ce que cette petite voix vous parle? Qu'est-ce que vous vous dites en fait? Est-ce que vous vous dites, c'est toujours pareil, t'es trop nul, tu n'y arriveras pas, etc. Est-ce que c'est comme ça que vous vous parlez ou est-ce que le discours est plus encourageant? Généralement, quand on est stressé, etc., qu'on a du mal à s'en sortir, on ne se parle pas très bien. On ne se parle pas très bien et à ce moment-là, c'est extrêmement important de s'en rendre compte parce que cette voix, elle est là en permanence et elle a un impact énorme en fait. Donc, quand vous en prenez conscience, donc c'est s'arrêter, vraiment un peu marquer un arrêt et se dire au fait, qu'est-ce que je me dis, prendre ce temps de réflexion. Et quand on réalise qu'on ne se parle pas très bien, s'interroger, qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami, à ma meilleure amie, penser à quelqu'un. Si cette personne-là était dans ma situation, se sentait comme je me sens, qu'est-ce que je lui dirais? Généralement, le discours n'est pas du tout le même. On va dire, tu peux y arriver, tu peux le faire. Au pire, si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Ça va le faire, tu as toutes les capacités, tu as déjà géré des trucs plus compliqués par le passé. Enfin voilà, un meilleur ami ou une meilleure amie, on va lui parler généralement de manière assez positive, assez encourageante. Donc moi, je vous invite vraiment à prendre conscience de la manière dont vous vous parlez et si vous vous parlez mal, changer le discours en fait. On a cette possibilité de changer la petite voix, de se parler finalement assez différemment. Un autre point, alors ça peut paraître un détail, mais ça change quand même pas mal de choses. Souvent, quand on est stressé, pris par beaucoup de choses, on dit je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Essayez au moins, en tout cas, quand vous parlez à vous-même, changer la phrase et remplacer je dois par je choisis de.
Et quelquefois, ça va vous permettre de vous rendre compte que non, vous ne choisissez pas d'eux. Enfin, vous, comme je disais, l'exemple de faire une sortie que vous n'avez pas du tout envie de faire. Je choisis d'eux, finalement, d'une certaine manière, ça vous responsabilise, ça vous met face à vos choix et ça vous met face au fait que vous avez le choix. Donc, ça peut paraître un détail, mais c'est quand même assez puissant, ça aussi. Je choisis d'eux, voilà, ça responsabilise et ça nous met dans une posture de choix, finalement. Je précise, bien entendu, quelquefois, on doit faire quelque chose et on n'a pas le choix. Hein, bien entendu, il y a ce genre de situation qui se présente dans nos vies. Son stress au travail. Donc, je vous propose un outil qui est très, très intéressant. C'est déjà, videz-vous la tête. L'idée, c'est de se désencombrer la tête. Vous prenez une feuille blanche, vous prenez un stylo et vous listez toutes les choses auxquelles vous pensez, toutes les choses à faire, tout ce qui est encombré dans votre tête. Généralement, c'est cet encombrement qu'on a dans la tête qui nous donne ce sentiment d'être débordé, de ne pas savoir par où commencer, d'avoir la tête dans le guidon. Donc, posez tout sur le papier. Videz votre tête, mettez tout sur un papier. Il y a une trace. Ensuite, vous allez pouvoir définir les priorités sur lesquelles vous concentrez. On va voir comment. Donc, vous allez pouvoir classer en fait chaque sujet. C'est intéressant de prendre ce temps. Et si vous vous sentez débordé, franchement, ça vaut largement le coup de prendre 15 minutes pour faire ça. Vous listez tout et vous allez classer selon ces critères. Donc, il y a ce qui est, je ne sais pas si on voit ma souris, il y a ce qui est important et urgent. Il y a ce qui est important, c'est important à faire, mais par contre, ce n'est pas urgent. Il y a ce qui est non important, mais urgent. Et il y a ce qui est non important et non urgent. Alors, la priorité, ce qui va ressortir comme priorité, vous l'aurez compris, c'est ce qui est important et urgent. Ce qui vient en deuxième, c'est ce qui est important et non urgent. Souvent, on se dit, ah bah attends, ça va être le non important et urgent parce que c'est urgent. En fait, non. Ce qui est important et non urgent, alors ça a beau ne pas être urgent, c'est quelque chose d'important. Et en fait, il faut mieux avancer, commencer à se pencher sur ce qui est important plutôt que sur ce qui ne l'est pas, même si c'est urgent. Avec toujours des petites variantes, bien entendu, vous m'avez compris. Donc, ce qui vient après, c'est ce qui est non important et urgent. Et attention, accrochez-vous à vos chaises. Non important, non urgent, on vire. On ne s'intéresse pas à ça. Tout simplement parce qu'avec tout le reste, vous avez déjà suffisamment à faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, ça, c'est ni important, ni urgent, tant pis. Ça ne vaut pas le coup de s'y intéresser. Donc, videz-vous la tête, concentrez-vous, prenez ce temps, même si ça prend 15 minutes, c'est 15 minutes qui sont bien utilisées. Et après, une fois que vous avez fait ça, finalement, vous avez votre feuille de route. Vous savez ce sur quoi il faut vous concentrer. Et le fait de tout avoir sous les yeux, d'avoir vidé la tête déjà en l'inscrivant sur un papier, de l'avoir sous les yeux, ça permet de savoir, OK, par quoi je commence, et ça permet de vous concentrer, en fait. Vous savez par où commencer et vous pouvez revenir sur votre feuille régulièrement, changer. Évidemment, il y a toujours des imprévus qui se présentent. Vous remettez à jour un petit peu tout ça. Mais c'est extrêmement libérateur déjà de tout lister et de savoir par quoi je commence. Également, très important, faites des pauses. Alors, ce n'est pas quelque chose de très évident quand justement on se sent pris par le temps, on se sent sous l'eau, on a l'impression d'en avoir par-dessus la tête. Ça peut être contre-intuitif de justement faire une pause, mais c'est extrêmement important et c'est ce qui va vous permettre finalement de mieux repartir. Parce que on s'est tous retrouvés dans cette situation, on en a de partout, on est sous l'eau, on se retrouve un petit peu angoissé, stressé, et en fait, on n'avance pas, il ne se passe rien, parce qu'on ne sait pas par quoi commencer, donc on pense à 10 trucs à la fois, on commence 10 choses à la fois, et finalement, on n'avance sur rien. À ce moment-là, il n'y a rien de mieux que faire une pause, aller se détendre, aller boire un café, faire un tour, aller promener son chien, si vous êtes chez vous, que vous avez un chien, aller boire un café avec un collègue, si vous êtes au bureau, prenez ce temps-là. Donc, c'est contre-intuitif qu'on n'a pas le temps, mais ça vous permet de faire une petite pause de 10 minutes, vous revenez à votre poste, et là, généralement, on repart beaucoup mieux.
Demander de l'aide, très important. C'est quelque chose qu'on oublie de faire souvent ou on n'ose pas. Mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Demander de l'aide ou faire part de au moins faire part de vos difficultés, de vos doutes. Donc, si c'est dans le cadre du travail, faites part de vos doutes, de vos difficultés auprès de votre responsable, de votre manager. Ça permet de faire le point, d'avoir son regard. Il va vous dire, attends, la priorité, c'est ça, le reste, ça viendra après. Tu me donnes ce dossier ou tiens, ça, je vais le confier à un autre, etc. Voilà, ça permet d'y voir plus clair, d'avoir des directions que, voilà, seul avec soi-même, quelquefois, on n'arrive pas à voir les priorités. Donc, faites part de vos doutes, faites part de vos difficultés. Ça permet, si vous avez trop de travail et qu'il y a des collègues qui sont un peu moins chargés, de répartir le travail peut-être différemment ou moins temporairement. Voilà, demandez de l'aide, exprimez-vous en fait, parce qu'on peut avoir tendance à rester dans son coin, gérer seul, essayer de gérer seul tout ça, et puis on a vu la boucle infernale, on a vu ça tout à l'heure. On fait plus d'erreurs, on doute, on perd en estime de soi, et c'est un cercle vicieux dans lequel il ne faut surtout pas s'enfermer. Donc, il s'agit vraiment de s'exprimer, de demander de l'aide. C'est pas évident tout le temps, hein, je sais bien, on n'est pas toujours à l'aise pour demander de l'aide et exprimer une difficulté, mais c'est vraiment très important quand vous êtes dans ce genre de situation. Alors, autre chose, fuyez les personnalités négatives. Et donner plus d'espace à celles qui vous font du bien. Alors, quelquefois, c'est pareil, c'est intéressant quelquefois de faire le point sur finalement qui m'entoure, avec qui je passe du temps, notamment au travail, avec qui je passe du temps. Si vous réalisez que la personne parmi les personnes avec qui vous passez du temps, il y en a certaines qui sont assez négatives, qui sont tout le temps en train de râler, de critiquer, de raconter des problèmes. J'ai connu une collègue comme ça, je passais beaucoup de temps avec elle. Et en fait, ça mine, ça tire vers le bas, ça mène rien de bon. Et en fait, on absorbe tout ça. Donc, si vous réalisez que dans votre entourage, vous avez tendance quelquefois à passer un peu trop de temps avec des personnes un peu négatives, essayez de prendre de la distance avec ces personnes-là et de donner plus d'espace, plus de temps aux personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui c'est plus léger, avec qui vous rigolez, vous respirez. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident. Quelquefois, c'est dans notre entourage, ça peut être parmi les amis, etc. C'est pas quelque chose de forcément facile. Il y a des habitudes qui ont été prises, c'est des amitiés de longue date quelquefois, mais bon, c'est toujours possible. C'est pas toujours simple, mais c'est toujours possible de mettre un petit peu de distance avec les personnes finalement qui nous aident pas beaucoup. Donc voilà, une question à se poser également. Alors, eat the frog first, un petit peu d'anglais. C'est souvent traduit en français par commencer par manger le crapaud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quelquefois, on a un sujet qu'on n'a vraiment pas envie de traiter, on n'a pas envie de se pencher dessus, on a un appel à passer qu'on redoute, par exemple, et on a tendance à repousser et à faire tout le reste, faire tout ce qui nous arrange et à mettre de côté finalement ces trucs qui nous tentent un petit peu moins. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et ce problème, cette chose qu'on n'a pas envie de faire, finalement, elle reste en arrière-plan, elle n'est toujours pas réglée. Donc, on se trimballe finalement un petit peu cette casserole, ce truc désagréable avec nous. De manière inconsciente, quelquefois, mais c'est toujours c'est comme s'il y avait un petit nuage qui est toujours un petit peu présent. Et puis, surtout, quelquefois, c'est un appel à passer, et moins on le passe vite, plus le problème, quelquefois, peut grossir, s'amplifier dans certains cas. Donc, à ce moment-là, c'est se dire, allez, je commence avec ça. Je passe ce coup de fil que je n'ai pas envie de passer, je commence ma journée avec ça. Et en fait, une fois que c'est fait, mais c'est la libération. On se sent tellement léger. Souvent, on se rend compte, finalement, ce n'était pas si terrible. Et puis, surtout, ça y est, c'est passé et on peut passer à autre chose. Et ça fait un bien fou. Donc, c'est pareil, c'est contre-intuitif parce que aller volontairement faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, c'est pas très évident. Mais le résultat est assez étonnant. Donc, avant, j'avais tendance à faire un petit peu l'autruche avec les trucs que je n'avais pas envie de faire. Et c'est finalement se dire, allez, je commence par ce truc que je n'ai pas envie de faire. On se sent vraiment léger après, ça donne une énergie, on se sent capable de faire des choses. Enfin, c'est vraiment, je vous conseille fortement ça.
Également, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, donc toujours en anglais, fake it until you make it, c'est-à-dire faites semblant jusqu'à ce que vous arriviez, jusqu'à ce que vous appropriez la chose. Donc tout à l'heure, j'avais dit, excusez-moi, si vous êtes du profil type A, faites semblant d'être du type B. En fait, ça s'applique pour tout un tas de choses. C'est-à-dire que, imaginons, vous devez parler en public, alors ça vous terrorise. Enfin, du moins, ça vous stresse énormément. Et ben, c'est prendre ce temps, pareil, faites semblant d'être à l'aise. Donc, vraiment, dites-vous, si jamais j'étais à l'aise, comment je serais, comment je me tiendrais, comment je parlerais. Mettez-vous dans la peau de la personne qui est à l'aise et faites comme si vous étiez à l'aise. Et ben, ce sera déjà plus facile, bizarrement. Ce sera déjà plus facile, vous paraîtrez plus à l'aise. Et puis, vous ferez ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, c'est quelque chose qui vient, c'est une manière de faire ensuite que vous allez vous approprier et ça va venir assez naturellement. Donc, au départ, c'est vraiment du cinéma, entre guillemets. Vous jouez un rôle, mais finalement, petit à petit, on rentre dans la peau, on s'approprie ce rôle. Et c'est très, très intéressant de faire ça. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour vous partager une anecdote personnelle. J'ai tout un passé en entreprise où quand il y avait un conflit ou une situation assez désagréable avec un collègue, je n'osais pas aller parler à ce collègue-là, aller mettre le problème sur la table, en parler, etc. Et j'avais à ce moment-là une manager extraordinaire par ailleurs qui me disait cette phrase constamment, fake it until you make it. Elle me disait, vas-y, tu descends là, tu vas le voir, tu vas voir cette personne, tu descends parce que j'étais à l'étage, tu vas voir cette personne. Et en fait, à force d'y aller, c'était pas du tout naturel pour moi, mais j'y allais quand même. Et puis, on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, après, ça, bon, c'est pas toujours pas la chose la plus agréable et la plus facile, mais ça devient beaucoup plus facile. Le fait d'en faire l'expérience, on se rend compte qu'on y arrive 1 fois, 1 deuxième fois, 1 troisième fois, et puis au bout d'un moment, voilà, ça c'est quelque chose qui s'installe. Alors, je vais partager ici encore des outils supplémentaires qui s'appliquent pareil au travail ou pas. Challenger vos croyances. Alors, on a déjà parlé, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Distinguer la pression réelle de la pression que l'on s'impose. On en a déjà parlé. Épictète, encore notre ami grec, savoir distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ça, pareil, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quelquefois, on se monte la tête, on se monte le bourrichon avec des choses finalement sur lesquelles on n'a absolument pas la main. Et c'est très important de s'en rendre compte et de pouvoir distinguer, lister, OK, parmi les choses qui me stressent en ce moment, sur quoi est-ce que j'ai la main, sur quoi est-ce que je peux agir et sur quoi je ne peux pas agir. Et en fait, les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, vous passez à autre chose. Bon, bien évidemment, c'est facile à dire comme ça. Mais voilà, le fait de prendre conscience, OK, ça, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas la main ou j'ai plus la main. Je donne l'exemple d'un dossier client, vous avez répondu à un appel d'offres important, etc. Vous avez fait tout le travail qu'il fallait, etc. Vous avez soumis votre appel d'offres et là, vous attendez la réponse du client, par exemple. On peut être stressé, angoissé, penser à qu'est-ce qu'il va répondre, oh là là, et si jamais ça ne marche pas, mon chef va me tomber dessus, etc. Enfin, voilà, on peut être tourné en boucle avec ces pensées-là. C'est important à un moment de se dire, OK, maintenant j'ai fait ce que je pouvais, maintenant c'est plus entre mes mains, donc voilà, concentre-toi sur autre chose et en tout cas ça devient plus facile de penser à autre chose, le fait de conscientiser ça. Une question très intéressante à se poser, quel est le pire qui puisse arriver? Et c'est intéressant de se poser cette question et de se la poser à l'extrême. Quel est le pire qui puisse arriver? Si jamais l'appel d'offres ne marche pas, mon chef ne va pas être content. OK, et c'est quoi le pire? Le pire, il risque de me faire un peu la gueule. OK, et c'est quoi le pire? Rien en fait. Voilà, par exemple. Ça peut être ça. Si quelquefois il y a des situations bien évidemment pires, je pourrais me faire virer. Bon, généralement, on arrive rarement à ce genre de situation pour ce genre de raison. Mais imaginons, OK, je peux me faire virer. OK, et alors?
Et alors, alors, je toucherai le chômage et il faudra que je recherche du travail. OK, et alors? Et alors, c'est vrai que je peux trouver, je pense que je peux trouver, j'ai des idées, j'ai un ami, enfin voilà. Finalement, quand on réfléchit au pire du pire, souvent, le pire n'est pas si pire. Donc, bien évidemment, ça inclut pas tous les cas, hein, il y a des situations, maladie, j'en sais rien, il y a des choses, voilà. L'exercice ne s'applique pas, mais voilà, en tout cas, dans les situations classiques, la plupart du temps, aller creuser quel est le pire qui puisse arriver, le pire du pire du pire du pire, et on se rend compte que voilà, c'est pas si terrible que ça. Ou en tout cas, c'est gérable. Autre réflexion très intéressante. Là, pensez à une situation là, qui vous stresse en ce moment, et projetez-vous il y a 10 ans. Imaginons que vous ayez 30 ans aujourd'hui. OK, j'ai 20 ans. On me dit, dans 10 ans, tu vas vivre cette situation stressante. Généralement, on se dit, ouais, bon, OK, et alors évidemment, pas dans tous les cas, mais généralement, c'est ça qu'on se dit. Et pareil, il y a 10 ans et dans 10 ans. Vous êtes dans 10 ans, vous avez 30 ans, OK, maintenant vous avez 40 ans, vous vous retournez et vous dites, ah ouais, il y a 10 ans, j'ai vécu ça. Ah bon, j'avais complètement oublié, j'y pensais plus du tout. Voilà, donc encore une fois, ça ne s'applique pas pour tout, mais c'est une réflexion très intéressante quand vous vous sentez pris par le stress, un peu embourbé là-dedans. Essayez de vous projeter comme ça. C'est généralement assez puissant et pouf, ça se dégonfle comme un ballon de baudruche, la situation qui vous stressait. Alors, autre chose aussi, apparemment, un outil qui est très intéressant, alors que moi, je n'ai jamais utilisé, mais apparemment, quand on prend cette habitude, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, le temps des soucis, c'est-à-dire de dédier un moment de votre journée pour vous concentrer sur vos soucis. Donc, par exemple, ça peut être quand vous rentrez du travail, pour ceux qui vont sur site, vous rentrez du travail et sur le chemin, je ne sais pas, par exemple, du métro jusqu'à chez vous, il y a un petit parcours de 15 minutes. Ça peut être dédié ce chemin, ce trajet bien spécifique, ce temps dans votre journée bien spécifique pour parcourir tous les soucis que vous avez. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans votre journée, si à un moment, il y a un truc qui vous stresse ou tout d'un coup, un problème qui arrive, ou voilà, et vous allez pouvoir l'écrire sur votre papier, sur votre téléphone pour votre temps des soucis. En fait, vous allez finalement le parquer, un peu le mettre de côté et revenir dessus en fin de journée. Et le fait de le mettre de côté, vous l'avez pas... vous avez prévu de passer du temps là-dessus, mais du coup, ça vous permet de continuer, de retourner sur ce sur quoi vous étiez pour revenir sur vos soucis plus tard dans ce temps dédié. Et pareil, avec l'habitude, on sort de ce parcours, de ce temps dédié. Et pareil, ça y est, le temps des soucis est terminé et je passe à autre chose. Voilà. Donc apparemment, quand on s'approprie ça, on le fait plusieurs jours de suite. C'est quelque chose après qui devient très intéressant et très, très naturel et extrêmement, qui fonctionne extrêmement bien. Quelques autres bonnes pratiques. Respirer. La respiration, on n'y pense pas assez, on ne se concentre pas forcément dessus. C'est un outil en fait à notre portée, hein, on respire tous. Il n'y a rien de plus simple, mais ça a des effets absolument extraordinaires. Donc, ça peut être à un moment faire une micro-pause d'1 minute. 1 minute, c'est rien quand vous êtes sous l'eau. Prenez 1 minute, ne serait-ce qu'1 minute pour vous poser, vous calmer, vous concentrer sur votre respiration et après, on repart. Et généralement, vous repartez, ne serait-ce qu'au bout d'1 minute, beaucoup plus apaisé. Également, vous avez peut-être entendu parler de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est pareil, une manière de respirer à un certain rythme qui impacte votre rythme cardiaque en fait. Et pareil, avec l'habitude, très rapidement, au bout de quelques jours de pratique régulière, au bout de quelques jours, quelques semaines, on se retrouve du coup instantanément quand on a besoin dans un état de calme, de relaxation qui est extrêmement bénéfique. Donc là, je vous ai nommé, il existe beaucoup d'applications gratuites ou payantes de quelques petits euros. Je vous en ai nommé une qui, je sais, est gratuite et voilà, qui s'appelle Respirelax. Généralement, ça se présente. Alors, Respirelax, c'est sous le format d'une bulle qui monte et qui descend au rythme de la respiration. Ça peut être aussi, c'est soit ça, soit une bulle qui se gonfle et qui se dégonfle, en fait, et on respire au rythme de la respiration. Et ça a un effet qui a été a priori prouvé sur la tension artérielle, le pouls
qui ralentit, etc. Enfin, voilà, il se passe quelque chose d'extrêmement concret. Donc, on n'y pense pas assez, mais c'est un outil très intéressant. Faire des pauses pour mieux repartir, on en a déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Bouger, marcher, être un minimum actif, c'est pareil, c'est très important. Surtout en ce moment, c'est vrai qu'on fait beaucoup de télétravail, on se déplace, enfin, même sans en faire, d'ailleurs, on reste les journées devant le PC généralement. En télétravail, quelquefois, on ne sort même pas de chez soi. Donc, voilà, essayez de vous remettre ou vous mettre en action autant que possible, bouger. Le truc classique, c'est prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, essayer de sortir, vous aérer, faites, voilà, pour ceux qui bougent vraiment très peu, voilà, essayez de vous remettre en action, c'est important. Manger en conscience, voilà, faire les choses de manière générale en conscience, être concentré sur ce qu'on est en train de faire. Boire de l'eau, quelquefois, voilà, pareil, on oublie qu'on ne boit pas assez d'eau, on a des migraines, le corps a besoin d'eau, donc voilà, boire de l'eau, ça paraît bête, mais boire de l'eau, ça a un temps de pause aussi, enfin, ça a un impact aussi sur le stress. Sourire et rire, même pour de faux. Alors ça, il y a des études incroyables en neurosciences qui ont prouvé que finalement, le sourire et le rire venaient en amont du sentiment de bien-être. Et en fait, le fait de sourire, même, enfin, ne serait-ce que de sourire, du coup, ça active les zygomatiques. Et ça déclenche des hormones, en fait. Ça déclenche des hormones qui sont anti-stress, anxiogènes, antidépresseurs. Donc, il se passe vraiment, enfin, ça, il y a des études en neurosciences, des études scientifiques, du coup, qui montrent qu'ils ont fait ces études sur des acteurs à qui ils avaient demandé de mimer le rire, le sourire, le bien-être, et à qui ils avaient demandé de mimer, enfin, de jouer la tristesse, la colère, etc. Et on voyait que concrètement, dans leur corps, il y avait des hormones qui étaient déclenchées, soit des bonnes ou des mauvaises hormones, selon ce qui était mimé. Donc, n'hésitez pas à sourire. Si vous ne voulez pas paraître bizarre, allez vous enfermer, je sais pas, dans les toilettes et souriez, en fait. Et souriez une minute à sourire. En fait, le sourire s'installe et il se déclenche, enfin, et vraiment, il se passe quelque chose qui permet d'être beaucoup plus détendu. Les notifications, les réseaux sociaux, tout ça, essayez de couper au maximum. C'est pareil, on vit dans un monde ultra connecté, on est sans cesse au travail sur les ordinateurs, il y a les emails, le téléphone, etc. On est sur des réseaux sociaux souvent, il y a les médias, surtout en ce moment, c'est extrêmement anxiogène. Et le fait d'avoir des notifications, tout ça, on est tout le temps en alerte, en fait. Donc voilà, donc si vous êtes stressé et c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez travailler, vous souhaitez diminuer votre stress, un vrai conseil, c'est essayer de arrêter ou au moins diminuer les notifications, les pop-up, les news, etc. Parce que ça crée un stress en fait continu, très subtil, hein, mais voilà, ça génère finalement pas mal d'anxiété. Alors, on arrive à la conclusion. C'est bon, on est parfaitement dans les temps. Il nous restera un peu de temps. Je sais que d'habitude, vous terminez à 19h. Là, on avait mis jusqu'à 19h30. Donc, on va avoir un temps de questions-réponses. Quelques points de conclusion. Donc, c'est essentiel de travailler sur le problème sur le fond quand on le peut, tout en essayant de trouver un apaisement émotionnel. La prise de recul est nécessaire. Comprendre son propre fonctionnement en situation de stress, ça permet de rectifier le tir, disons. Identifier vos croyances aussi, les urgences perçues versus les urgences réelles. Le je dois, quelquefois, je choisis d'eux. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Prendre le temps de distinguer l'important et l'urgent du reste. Concentrez-vous là-dessus. Voilà, vous savez par quoi commencer, etc. Prenez ce temps-là. Testez les outils qui vous parlent. Là, je vous en ai présenté tout plein, très variés, très différents les uns des autres. Donc, testez les outils qui vous parlent et appropriez-vous ceux qui vous conviennent le mieux. Et respirez. C'est les suggestions de lecture. Donc, le grand livre du calme. Alors, c'est un livre qui répertorie des centaines de techniques extrêmement variées. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, ça parle de respiration, de massage, de nutrition, d'exercices physiques, de visualisation. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez lire ce livre.
Ensuite, donc un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour. Alors, c'est quelque chose que la psychologie positive, qui est assez mal nommée, qui fait un peu oui, oui, au pays des merveilles, en fait, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est vraiment une démarche scientifique qui est très intéressante. J'ai cru qu'au départ que ce livre n'était pas sérieux parce que je trouvais que le titre et visuellement ça faisait un peu léger. En fait, le livre est très bien. J'ai fini par l'emprunter à la bibliothèque. Ça permet de changer de regard, de cultiver son optimisme, de se connaître davantage, de se concentrer sur ses qualités plutôt que ses défauts. Il y a des exercices très concrets. Donc voilà, je vous encourage à lire ce livre. Ensuite, vous voyez normalement le livre La confiance en soi. Alors Charles Pépin, c'est mon chouchou. C'est un philosophe contemporain qui a écrit notamment Les Vertus de l'échec, qui est assez connu. Donc les Vertus de l'échec, donc qui est très intéressant pour comprendre que échouer, en fait, déjà d'une part c'est normal, et puis c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que vivre un échec, c'est extrêmement apprenant, enfin, il y a beaucoup de choses très intéressantes à en tirer. Et le livre qui a suivi, c'est La confiance en soi. Donc pareil, il porte un regard extrêmement approfondi sur la confiance en soi, tout en le présentant de manière abordable, en fait. Donc c'est vraiment une réflexion poussée, mais très, très facile à lire. Ensuite, donc La force de l'optimisme. Pareil, c'est un livre sérieux, je le précise parce qu'on n'est pas forcément sûr à l'image de la couverture. Ça présente des recherches scientifiques, j'insiste là-dessus, des recherches scientifiques étonnantes. Ça permet de prendre conscience de son fonctionnement, de ses habitudes de pensée et surtout de les réajuster. Quelquefois, de par l'éducation, etc., peu importe les raisons, on a tendance à voir le monde ou se gérer les situations de manière avec un regard assez pessimiste. Et en fait, voilà, on peut tout à fait changer d'habitude, changer de manière d'agir. Donc, voilà, je vous encourage à lire ce livre. Et ensuite, c'est peut-être le dernier. Donc, un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Donc voilà, tout à l'heure je parlais des injonctions au bien-être. Enfin voilà, ce livre, c'est Fabrice Midel, c'est quelqu'un qui est c'est un méditant, enfin un prof de méditation. Il fait ça depuis tout jeune et il dénonce les injonctions au bien-être. Ce livre est très facile à lire, très rapide à lire et c'est déculpabilisant. Donc, cessez de méditer, et pourtant il donne des cours de méditation, cessez d'être calme, cessez d'être passif, cessez de vouloir être parfait. Voilà, c'est très rafraîchissant et voilà, je vous encourage à lire ce livre. Merci à toi, Constance, pour la qualité de cet événement et à très bientôt sur les comètes. Merci à tous, bonne soirée.